Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 18 août 2023. On se fera un petit point sur Bitcoin et Ether après ces gros mouvements baissiers. On parlera aussi bien évidemment de la possible vente de SpaceX, donc la société détenue par Elon Musk, de ses Bitcoins. Bon, moi je pense que c'est juste une news qui sort. Donc oui, il a probablement vendu, mais ça sort probablement pour justifier ce mouvement baissier. On attendait un retour de volatilité. Cette volatilité présente et c'est un mouvement qui est baissier. Statistiquement, les étés sont généralement signaux de top et on ne déroge pas à la règle. On en parlera juste avant de commencer et je vous invite à mettre un pouce bleu, c'est la meilleure façon de récompenser le travail qui est fourni et vraiment ça aide au développement de la chaîne. Vous avez assuré sur la précédente vidéo, je vous en remercie, donc vraiment merci, merci beaucoup. N'hésitez pas. Aussi, avant de commencer, je vous précise que j'ai fait l'équipe pour le tournoi BitGate, donc il y a 50 000 dollars à gagner sur le concours spot, donc le tournoi qui a été organisé. Donc ça commence par le marché spot. Le tournoi commencera le 1er septembre, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc vous avez jusqu'au 1er septembre pour vous nous rejoindre dans l'équipe. Donc je l'ai fait, je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé pour rejoindre l'équipe. Si vous vous êtes pas inscrit sur BitGate, je vous invite à le faire. Il y a notre lien partenaire en description et en commentaire épinglé. Donc d'abord, vous vous inscrivez via notre lien et ensuite vous pouvez rejoindre l'équipe. Et en vous inscrivant avec notre lien, vous pourrez participer au prochain concours sur Twitter. Donc je ferai gagner entre 500 et 2000 dollars très très bientôt. Normalement, fin août, début septembre, on recommence les concours et vous avez aussi, grâce à notre lien, 10% de cashback sur votre premier dépôt. Donc n'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Et je rappelle, je vous mets le lien de l'équipe en description ou en commentaire, enfin en description et en commentaire épinglé de cette vidéo pour que vous puissiez nous rejoindre. Plus on sera nombreux dans l'équipe, plus on aura de chances de gagner. Alors, du coup, le Bitcoin qui décide de reprendre une volatilité qui est baissière. Donc on avait une grosse contraction ici au niveau des bandes de Bollinger, vous voyez. Quand les bandes de Bollinger commencent à devenir parallèles ou en tout cas droites et que le prix oscille entre les deux, ça veut dire vraiment qu'on est sur une volatilité qui est faible. On en avait parlé, on était sur un record de faible volatilité. La volatilité n'avait jamais été aussi basse sur Bitcoin, en tout cas depuis 2017. Et donc quand on commence à casser et à sortir d'une nez de borne, c'est qu'on est en train d'assister à un début de reprise de volatilité. Donc vous voyez en fait le marché, la news là de Tesla, enfin de SpaceX et de Musk, elle est arrivée le 17, donc hier jeudi, mais le marché déjà mercredi était déjà en train de commencer à résoudre la résolution baissière. Donc pour moi c'est pour ça que cette news qui arrive, elle est juste là pour justifier en fait ce mouvement baissier qu'on est en train d'avoir, mais c'est pas à cause de ça qu'il y a le mouvement baissier. Déjà Musk a déjà vendu, enfin si SpaceX a vendu, ça a déjà été fait il y a plusieurs semaines. C'était au deuxième trimestre de l'année 2023. Faut savoir que le deuxième trimestre de l'année 2023, c'est le trimestre donc qui va de janvier, février, mars, donc de avril jusque juin. Donc là on est dans le troisième trimestre financier de l'année, hein. Donc ça a été fait au deuxième trimestre, ok. C'est-à-dire que ça a déjà été fait il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Puis ça a déjà été fait. Donc ça, c'est pas SpaceX ici qui a fait cette bougie rouge. Faut pas se dire oui, bah ils ont dit parce que ils ont vendu, les cons, on va tout racheter. Non, ça c'est la news qui est sortie pour justifier le mouvement. Vous savez, généralement les médias ou quand les gros poissons ont besoin de justifier un mouvement ou d'amplifier un mouvement, une bonne petite news bien placée, ça fait le taf. Donc en tout cas, on en avait parlé. On disait que si la volatilité revenait, il ne faudrait pas s'opposer au mouvement. La volatilité de retour, et c'est une volatilité qui est baissière. Donc il y a de grandes chances qu'on soit en train de repasser dans un mouvement qui est baissier. Et généralement, l'hiver est synonyme de top, ok. Et on en avait parlé, mais du coup, le scénario qui peut potentiellement être en train de se confirmer, c'est le scénario celle de rumor by the news, donc c'est-à-dire en gros, on vend les news d'ETF qui ont été proposées, et quand les ETF arriveront, ce sera un bon moment d'acheter. J'en avais parlé, je vous donnais mon avis, mais pour moi, l'ETF arrivera entre janvier et mars 2024, ok. Pas avant. Je pense que ça n'arrivera pas avant, donc c'est pour ça que l'hiver sera une bonne fenêtre d'achat. Et donc, tout naturellement, quand on regarde un petit peu le graphique, on voit que par exemple ce V-Bottom peut encore demander à être retesté au cours des prochains mois. Donc un retour vers les 20 000 dollars ne serait pas à exclure, voire même un retour sur ces niveaux de prix qui n'ont pas été testés encore, entre 17 et 18 000. Je ne dis pas que ça arrivera. Pour moi, si après avril 2024, on n'est pas revenu sur ces niveaux de prix ici que vous voyez, on n'y reviendra jamais. Ok. Pourquoi? Parce que le prix de production d'un Bitcoin est actuellement entre 8 grand minimum, hein, vraiment entre 8 et 15 000 au plus bas. Ça veut dire que post-halving, vraiment, le coût de production le plus bas, il sera entre 16 et 30 000 dollars. Donc ça veut dire qu'un Bitcoin sous 16 000 dollars après l'halving, c'est quasiment impossible. Ok. Et vraiment, le coût moyen, il serait entre 25 et 40 000 à peu près, donc ce qui veut dire qu'il y aurait peu de chances, même après l'halving, de retrouver un Bitcoin sous 25. Donc ceux qui actuellement font du DCA et achètent du Bitcoin, sans levier bien évidemment, et je n'y vois aucun souci. Quelqu'un qui fait du day trading avec du levier, pareil, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez un plan concis avec un stop,
un take profit, une entrée définie. Si vous avez besoin du levier, ok, j'y vois pas de problème. Par contre, si vous êtes débutant et que vous vous dites, ok, j'investis dans le Bitcoin, je mets du levier, j'expose plus de risques que ce que je peux me permettre parce que je veux faire beaucoup d'argent et de toute façon, il y a peu de chances que le Bitcoin descende plus, vous avez de grandes chances de vous faire liquider. Le levier ne sert pas à augmenter les gains, parce que s'il augmente les gains, il augmente aussi les pertes, et il peut causer la perte totale d'un capital. Le levier sert exclusivement quand vous n'avez pas l'argent en dispo, que vous ne vouliez pas mettre l'argent en dispo. Imaginons, j'ai besoin de 2000 euros pour un trade, mais j'ai pas envie de bloquer 2000 euros en cash sur un trade. Je fais quoi? Bah, je mets 200 euros, levier x10, je bloque que 200 balles de ma poche, l'exchange me prête le reste, donc j'utilise le levier, mais l'intérêt, c'est que je bloque que mes 200 balles et donc j'ai encore du cash à dispo si j'ai besoin de faire des investissements à droite à gauche. Ok. Avec un stop loss, bien évidemment. Là-dessus, on est bien d'accord. Ok. Donc, n'achetez pas ce marché à levier parce que ça baisse, ça baisse trop. Et puis, de toute façon, c'est juste parce que SpaceX a vendu, machin, ça va remonter. Ok, oui, certes, ça peut remonter. Mais n'achetez pas trop ce marché. N'achetez pas ce marché à levier sans plan concis derrière et au-delà de votre marge de risque. Ok. Maintenant, d'un point de vue technique, bon, je vais re-switcher de chart ici. On est vraiment sur des niveaux clés. On en avait déjà parlé, mais du coup, on y est venu assez rapidement. La MA 208 weekly. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi tonton il prend la MA 208, et je prends la MA 208 parce que dans une année il y a 52 semaines, et donc dans 4 ans il y a 208 semaines. Donc c'est pour ça que je prends la MA 208, c'est la moyenne de prix des 4 dernières années. Si je veux celle des 5 dernières années, bah, je vais faire 52 x 5, etc. etc. Et donc là on est sur la moyenne mobile des 4 dernières années, et on est aussi venu quasiment toucher le premier arrêt autour des 25 006. Sur les contrats dérivés ça a été fait, donc sur les contrats PERP, par exemple si on regarde PTC USDT perp Binance, vous voyez, on est descendu carrément jusqu'à 24 500 $. Donc ça, c'est à cause des liquidations qu'on a eues, à cause des gens qui utilisent du levier justement et qui ont été liquidés. Ça fait chuter le prix plus bas parce que quand il y a plein de gens qui se font liquider, bah, ça fait un effet domino. Je me fais liquider, je fais baisser le prix, je déclenche la liquidation d'un autre, ça fait aussi baisser le prix, ça déclenche la liquidation d'un autre, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet domino de liquidation. Et donc on est vraiment sur des gros niveaux clés. Pour moi, si un bottom se forme, enfin si on est censé former un bottom, le prix est censé ranger maintenant jusqu'à ce qu'on ait vraiment une structure de bottom qui se forme, comme ceci par exemple. Tant qu'on ne voit pas ça, je pense personnellement que ce marché a encore du jus pour baisser jusqu'à cet hiver, donc pas en ligne droite bien sûr. Il y aura des rebonds, comme dans toute dynamique baissière, donc on pourrait avoir un marché qui fait ça, hein, par exemple, des fois qu'il y a des phases de range, etc. Mais cet hiver, le prix reviendra probablement en zone de rechargement. Ok, si on n'arrive vraiment pas à bottom autour des 38,2, rappelez-vous de la règle, si 38,2 cède, on estime que ce marché n'est plus dans un mouvement tendanciel haussier, qu'il repasse dans un marché qui est plutôt en range, et donc la target, ce serait de revenir au moins entre 21 700 et 19 000 $, probablement en cas de cassure du niveau des 38,2 qui correspond à 25 500 $. Ok. Pas parce qu'on casse qu'on va y aller directement en ligne droite, comme je vous l'ai dit, on peut très bien casser, rebondir, etc. D'ailleurs, en termes de target de rebond, euh, ici, une target de rebond, généralement, c'est entre 38,2 et 0,5. Ça veut dire que là, actuellement, un dead cat bounce, c'est ce qu'on appelle un faux rebond, ok, ça serait grand maximum jusqu'à 27 900 $, voire rebond de moitié, 28 600. Donc la zone de dead cat bounce est entre 27 800 à peu près, jusqu'à 28 800 $, ok. Également, on a cassé la trendline qui a créé la dynamique haussière qu'on a depuis ce début d'année 2023, fin 2022 je dirais même. Ça aussi c'est baissier, ça veut dire que maintenant le momentum de ce mouvement est plutôt baissier. Ce qu'il faudrait c'est faire des structures baissières de l'autre côté pour confirmer tout ça, mais déjà cette cassure n'est vraiment pas bon signe. Ok. Également on en avait parlé, mais le biais qu'on utilise, ici MA13, MA30, avait switché bear depuis déjà le 18 juillet. Ce qui n'est pas forcément hyper bullish. Quand ça switch bear, généralement, il y a un bon mouvement baissier qui se met en place. Par exemple, ici, ça avait switché le 23 avril et on avait eu un mouvement baissier des 28 000 jusqu'à à peu près 25 000 $. Et pareil, ce qui sera surveillé, c'est en weekly, puisque ici, on a le biais qui pourrait peut-être switcher bear dans ces prochaines semaines. Alors, je parlerai après de l'économie américaine, bien évidemment, et du Nasdaq, et on fera aussi un petit point sur MicroStrategy, ok. Donc Bitcoin, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Il y a eu un gros nettoyage sur les contrats dérivés. Vous voyez ici, l'open interest a fait exploser. Il y a eu beaucoup de liquidations, etc. Le marché reste néanmoins assez leveragé, euh, puisque les open interest restent quand même assez élevés, hein. On a déjà eu des open interest plus bas, ok.
Euh, Revenir vers les 160 000 serait pas impossible, c'est un niveau sur lequel on revient assez souvent. Donc ça veut dire qu'il y aura encore pas mal de gens liquidés, donc faites attention à ce niveau-là. Euh, donc voilà, pas grand-chose d'autre à dire, et d'après les ratios, on est sur une majorité qui serait longue et une minorité qui serait short, donc ça aussi, ça pourrait pousser les prix au sud si les vendeurs se montrent. Bon. Le fait aussi que malgré les news d'ETF, on soit juste venu chasser les stops et que le prix réintègre sous les résistances et casse au sud maintenant, c'est vraiment pas bullish. Et ça aussi, ça m'invite à penser qu'on est dans celle de rumeur, buy de news. On achètera quand les ETF arriveront. Les gens s'attendaient plutôt à ce que ça explose parce que les ETF allaient être acceptés. Bah, c'est plutôt le contraire. Ça posera un bottom quand les ETF seront acceptés probablement. J'ai fini pour Bitcoin. Pour revenir sur Ethereum, Ether c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus moche techniquement. Ethereum, c'est en train de nous confirmer un range et c'est en train de nous confirmer un haut de range. Avec, vous voyez ici, cette grosse structure en weekly, franchement, c'est pas bullish. Quand le marché de sourit, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire ce gros sourire ici, ce gros M-top. Si on clôture en weekly sous les 1635, franchement, ça sent pas bon pour Ethereum. Et ça annoncera un retour mid-range, on y est quasiment déjà venu. On est sur la EMA 208 en weekly ici également. Si ça cède, pour moi, ça sera retour 1350 $ au minimum, voire retour bas de range autour des 1100 $. Ok. Sur ce gros support ici, autour du support des 1000 voire 1100 $. Et pareil, ce sera une méga opportunité d'investissement si on y revient. Si ce M-Weekly ne se forme pas et que, comme quoi SpaceX a vendu, c'est démenti, bah pourquoi pas avaler le mouvement et au final transformer ça en W de continuation. Mais en tout cas, clôturer sous les 1650, enfin pardon, sous les 1615, ça confirmera définitivement la structure baissière et ça, c'est vraiment pas bullish. Ok. Donc grosse vigilance sur Ethereum. Et en target de rebond, très généralement pareil, 38,2 c'est un grand classique. Si vraiment on rebondit fortement, rebondir autour des 1770 $, ça serait déjà bien, voire 1850 $ ici sur Ethereum dans un objectif de rebond. Ok. Si la structure ne se confirme pas, franchement, il y a encore une possibilité qu'Ether prenne par surprise tout le monde et retourne vers ses résistances vers les 2000 $. Mais si la structure baissière se confirme, pour moi, ça confirme beaucoup plus avec plus de probabilité un retour bas de range en hiver et donc la formation d'un énorme range qui, à mon humble avis, en cas de prochain cycle haussier, en fait, on formera ça. Retour dans le bas de range avec les ETF qui arrivent sur le Bitcoin, l'halving du Bitcoin, un regain d'intérêt et puis une reprise haussière, tout comme ça avait été fait ici. Hein. Vous voyez, cette grosse base va refaire la même base pour un prochain cycle haussier. Si on a un prochain cycle haussier, perso, j'y crois. Euh, donc voilà. Et pour finir, on parlera du Nasdaq et de MicroStratégie. Les altcoins, je vous sors la vidéo très bientôt, la semaine prochaine, parce que là, je vais rentrer, je vais récupérer mon setup, etc. Et j'attends mon setup de maison pour vous faire cette vidéo sur les alts, le point sur les alts. Mais du coup, ça arrivera la semaine prochaine dans votre mail, dans votre boîte mail pour ceux qui sont inscrits à la newsletter. C'est gratuit. Le lien, il est pareil en commentaire épinglé. Pour vous inscrire, c'est gratuit. Vous recevrez l'analyse dans votre boîte mail. Et donc, pour revenir ici sur le Nasdaq, on a ici donc euh, le Nasdaq qui, on en parlait déjà depuis ses structures baissières, ses éléments de momentum baissier ici, donc depuis le 2 août, début août déjà, qu'il fallait se hedger. Vous vous rappelez, se hedger, c'est soit prendre des bénéfices, soit ouvrir des positions short qui viennent couvrir les achats, comme si on avait vendu pour ne rien perdre si le marché baisse, parce que c'est les signaux qui étaient donnés. Là, les signaux qui commencent à être donnés, c'est plutôt short, mais pas maintenant. Ok. Quand je dis pas maintenant, c'est que on passe dans un marché dans lequel on peut parier à la baisse en cas de rebond. L'objectif, c'est de shorter les sommets. Dans une tendance haussière, c'est d'acheter les creux. Et dans une tendance baissière, c'est de vendre les rebonds, donc les sommets descendants. Ok. Donc là, on est en train d'avoir une cassure du dernier creux ascendant, qui pour moi est en train de totalement changer la dynamique du prix. Donc c'est pour ça ici qu'on avait déjà dessiné. Si on casse ce creux, l'objectif serait de vendre les rebonds. Et donc un rebond, pareil, comme on vient de voir, entre 38,2 et 0,5 serait une bonne localisation de vente pour swing short le Nasdaq et l'économie américaine. Franchement, c'est moche qu'on regarde le Nasdaq depuis la cassure de ce creux ici, depuis ses structures baissières, depuis les éléments de momentum. L'inflation qui serait pas loin de bottom, ça aussi j'en ai parlé encore sur Twitter il n'y a pas longtemps. Ici, vous voyez l'inflation qui pourrait faire un W bottom, l'inflation qui remonte. Également, un autre indicateur d'inflation, c'est quoi? C'est Natural Gas. Natural Gas qui est en train de nous faire un magnifique bottom aussi. Alors, pas le futur, on s'en fout. Tac. Vous voyez?
passer en weekly, mais marché qui, au niveau de natural gas, est peut-être en train de nous former un bottom ici, donc attention, ok. Ça aussi, c'est des indicateurs d'inflation qui pourraient indiquer que l'inflation pourrait revenir, donc vraiment vigilance. Et surtout, bah, ni plus ni moins que Trueflation qui montre l'inflation en direct, qui montre en tout cas que pour l'instant, c'est un échec d'avoir une inflation sous les 2%, et ça, c'est la target de la Fed. Et donc, la Fed aura le choix, soit de ne rien faire, de laisser les taux hauts, soit de monter les taux plus haut que prévu, et donc ça, c'est pas du tout pricé par le marché, et peut-être qu'on est en train d'assister justement à ces mouvements baissiers des banques, des institutions qui croient à ce que la Fed pourrait ici augmenter les taux plus haut que prévu et eux sont déjà en train de vendre jusqu'à ce que ça devienne public. Vous voyez ici triangle gris sur notre indicateur qui est un signal vendeur, enfin baissier, et derrière bah, le marché ici qui retrace parfaitement, donc vraiment vigilance ici sur ces signaux et en plus de ça quand la dynamique de prix commence à faiblir comme ça. Également, le S&P 500 est moche, etc. Mais surtout les indices européens également. Le CAC 40, on en avait parlé, mais le CAC 40 a fait ce qu'a fait le Bitcoin en 2021, c'est-à-dire chasser les ATH, chasser tous les stops, et derrière, là, on est en train de refaiblir, et donc si les structures baissières comme celle-ci se forment, pareil, ça sentira vraiment pas bon pour le CAC. On prend le DAX, l'Allemagne qui est en récession d'ailleurs, qui entre officiellement en récession, pareil, on est venu chasser les ATH, et hop, comme par magie, ça repart à la baisse. Ça, c'est vraiment pas bullish non plus. Tant qu'on regagne pas les résistances sur les indices européens, ça sent pas bon. Donc, les indices américains commencent à tirer la gueule, les indices européens également. On est peut-être en train d'arriver sur une récession qui arriverait. Rappelez-vous la courbe des taux qui a été complètement inversée. Ça aussi, c'est un risque de récession, je l'ai déjà montré plein de fois. Et historiquement, ça arrive. La récession arrive 6 à 18 mois quand il y a l'inversion de la courbe des taux. Donc en Europe, on a déjà eu l'inversion de la courbe des taux. C'est arrivé en novembre 2022, donc on a déjà par exemple l'Allemagne qui est rentrée en récession. Je crois que le United Kingdom aussi, bon, c'est pas l'Europe maintenant. Et je pourrais aussi vous montrer les taux UK, enfin je vous montre ça rapidement, je les ai ici. Là, là j'ai les taux au United Kingdom, Royaume-Uni, et vous voyez, on est en négatif, c'est-à-dire que la courbe des taux est inversée ici, hein, également au Royaume-Uni. Je crois qu'ils sont aussi rentrés en récession, ou pas encore, ou l'Italie, je sais plus. Je crois que l'Italie vient d'entrer en récession après l'Allemagne. Donc en Europe, ça commence aussi, la récession arrive, peut-être que la France arrivera bientôt. Et en tout cas, c'est ce que la courbe des taux indique. Et donc aux États-Unis également, la courbe des taux s'est inversée en novembre 2022 et généralement la récession arrive 6 à 18 mois après. Donc là, on commence à rentrer dans cette potentielle récession et je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on en parlait. Il y a JP Morgan qui nous disait que la récession n'arrivera pas. Et quand JP Morgan dit que la récession n'arrivera pas, c'est qu'elle arrive très très probablement. Et depuis, les marchés font que baisser d'ailleurs. Donc on est en train de reprendre des flux baissiers sur les assets à risque ici. Et donc ça, c'est vraiment pas bullish pour le Bitcoin. Et donc pour moi, vraiment, tant que les indices américains et européens ne regagnent pas les sommets, tant qu'on ne refait pas de nouveau plus haut, on est vraiment dans un flux vendeur sur les assets à risque et donc les crypto-monnaies également. Grosse vigilance, ok. Et généralement, l'été est une fenêtre de vente pour une fenêtre de rachat en hiver. Les bottoms précédents s'étaient formés, bah voyez, octobre, novembre, décembre, janvier, donc c'était en hiver, donc peut-être janvier 2024, en tout cas cet hiver 2024 pour des bottoms sur les indices, pour retrouver de belles dynamiques haussières par la suite et donc un marché crypto qui pourrait bottom autour de l'halving, ETF et l'hiver, ça serait vraiment le combo parfait. Et donc pour finir, je vous disais que je vous parlerai de MicroStrategy et de leur gestion catastrophique. Alors, MicroStrategy, c'est une entreprise qui est extrêmement exposée au Bitcoin, quasiment toute leur trésorerie elle est en Bitcoin, et en MicroStrategy et en bonds américains. MicroStrategy, c'est une société qui ne fait pas d'argent, je vous montre ça rapidement. Pourquoi je parle de MicroStrategy? Parce que c'est hyper important, et personnellement je pense que MicroStrategy ça pourrait être un Black Swan si jamais, enfin pour le marché crypto, si jamais ils sont obligés de vendre leur Bitcoin, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va sur TradingView, on écrit MSTR, ok, MicroStrategy. Si Overview, on va dans Financial ici. Tac, on va dans Statements. Et on regarde un petit peu niveau chiffres. Alors, en termes de revenus, MicroStrategy, c'est de la merde, ok. Ça veut dire que MicroStrategy, ça fait que chuter en termes de revenus de trimestre en trimestre et d'année en année. Ici, vous voyez, ça fait pas d'argent. Le prix de l'action, il a été multiplié par je ne sais combien, mais ça fait pas d'argent. Vous voyez, en termes de revenus, c'est au même niveau que 2016. Donc c'est un business en fait qui n'évolue pas. Donc déjà, ça c'est un gros point négatif. Deuxièmement, ce qu'il faut regarder aussi, c'est les net income. Vous voyez, ils sont en négatif et là, ils viennent d'afficher en 2022 moins 1,5 milliard. C'est énorme. Ok. Et là, sur le trimestre, en net income, pareil.
Ils avaient réussi à faire premier trimestre de 2023 parce que le Bitcoin avait beaucoup augmenté, probablement 461 millions. Au deuxième trimestre, peu de volatilité, les mecs sont à 22 millions. Donc leur seul moyen de faire de l'argent, c'est grâce au Bitcoin. Ils ont un prix moyen d'achat qui est autour des 30 000 dollars. Donc là, actuellement, MicroStrategy, sur tous ces achats de Bitcoin de plusieurs milliards de dollars, est en perte. Ok. Bon, vous allez me dire, c'est pas grave, et je suis d'accord avec vous, c'est pas trop grave. Maintenant qu'on regarde le cash flow de l'entreprise, il, il est mauvais. Le cash flow, il est vraiment mauvais, puisque en termes de free cash flow, bah ici, on affiche du moins 16 millions, c'est pas top, ok. Et surtout, on est sur une entreprise qui a vraiment pas de cash, en fait, tout simplement. Quand on regarde la balance sheet, ici, on a beaucoup d'assets, mais on fait pas de cash flow, et on a une dette qui est énorme, ici. La dette dans un business, c'est normal, il n'y a pas de problème. On s'endette pour emprunter, pour faire croître son business, mais les mecs s'endettent pour acheter du Bitcoin. Et là où il est le problème, c'est qu'ils n'ont pas de cash. Ok. Donc, ils ont un collatéral qui est. Ils ont une marge qui est un peu dans la merde. Faut qu'il y ait des gens qui soutiennent MicroStrategy. On sait que BlackRock, je crois, soutient, etc. Donc, si BlackRock sort l'argent infini pour MicroStrategy, ça pourrait le faire. Mais si BlackRock lâche MicroStrategy, ça va être compliqué pour eux. Et BlackRock, n'oubliez pas qu'ils veulent sortir leur ETF. Pourquoi investir dans MicroStrategy? Parce que MicroStrategy est très exposé au Bitcoin et donc au lieu d'acheter du Bitcoin, on achète du MicroStrategy, comme ça si Bitcoin monte, MicroStrategy monte et c'est comme si on était investi dans le Bitcoin. Mais demain BlackRock sort son ETF. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de MicroStrategy et de leurs milliards de Bitcoin? Ils s'en foutent. Puisqu'ils auront leur ETF et donc ils n'auront plus besoin d'acheter du MicroStrategy pour être exposés au Bitcoin. Et c'est là, c'est là où est la différence. Ok. Et donc pour moi déjà ça c'est très dangereux. Et deuxièmement, comme je le disais, très peu de cash flow et une entreprise qui génère pas d'argent. Les revenus, ça monte pas en fait de MicroStrategy, donc ça génère pas d'argent. Et troisièmement, ils ont fait quoi ces imbéciles? Ils ont mis en collatéral MicroStrategy, c'est-à-dire que quand ils achètent du Bitcoin et qu'ils empruntent, le collatéral, il est en quoi? Il n'est pas en cash parce qu'ils n'ont pas de cash. Et quand on regarde l'entreprise, la balance sheet, elle est en asset. Ils ont quoi? Du Bitcoin et des bonds, majoritairement. Ok. Donc c'est ce qui fait que MicroStrategy ont du collatéral en MicroStrategy, en action. Et ils achètent du Bitcoin en dette. Ok. Ils sont en perte, donc ils ont acheté du Bitcoin environ. Enfin, leur prix moyen d'achat il est à 30 000, donc leur DCA ils l'ont mal fait. Parce qu'en l'optimisant, ils auraient pu facilement avoir un prix d'achat peut-être autour des 23 25 000, donc déjà ça aurait été mieux, peut-être même plus bas. Et en plus de ça, leur collatéral et leur MicroStrategy, je vous explique. MicroStrategy est corrélé au prix du Bitcoin. Si le prix du Bitcoin monte, MicroStrategy monte. Si le prix du Bitcoin baisse, MicroStrategy ça baisse. Là, vu que le prix du Bitcoin il baisse, MicroStrategy ça baisse et ça va baisser. Très très probablement. Ok. Vous voyez ici, en pré-market, à l'ouverture, là on est à 346, ça va ouvrir à 334. Donc déjà là, ça va encore baisser. Et MicroStrategy, son collatéral, il est en MicroStrategy. Ça veut dire que demain, si j'emprunte de l'argent avec, imaginons, je mets en collatéral, je sais pas, du Bitcoin, et que le Bitcoin perd la moitié de sa valeur, bah mon collatéral perd la moitié de sa valeur. Donc ma marge augmente et mon risque de liquidation augmente. Donc là, MicroStrategy va pas se faire liquider sur un exchange et un broker, ok? Mais MicroStrategy peut avoir des problèmes pour continuer de payer sa dette et que MicroStrategy, et ça ce sera un événement Black Swan, soit obligé de récupérer du cash pour payer ses dettes. Et comment ils récupèrent du cash vu qu'ils n'en ont pas? Bah, grâce à leurs assets. Et pour récupérer du cash, il faut les vendre. Et donc, vu qu'ils ont majoritairement des shares MicroStrategy, donc des shares, c'est quoi? C'est des actions, hein, MicroStrategy, qu'ils ont des bons du trésor américain et qu'ils ont du Bitcoin, ils vont devoir vendre soit leurs actions, mais s'ils vendent leurs actions dont ils sont majoritairement actionnaires, ça va encore faire chuter les prix, donc ça va faire baisser leur collatéral. Donc ils vont avoir soit le choix de vendre leur Bitcoin ou leur bon du trésor américain. Ok. Mais il n'y a pas que Saylor qui décide. Il y a un conseil dans une entreprise aussi big comme celle-ci, etc. Et est-ce que eux, ils vont accepter de continuer le délire de Saylor, de garder les bitcoins et de vendre les bons, des bons du trésor américain? Peut-être pas. Parce que les bons du trésor américain, au moins ça donne des intérêts, alors que si le bitcoin y chute, bah ça fait baisser ta valeur en asset en fait, tout simplement. Donc à part si les bons du trésor américain s'effondrent, au moins eux ils ramènent des intérêts. Donc quand tu es dans une optique de récupérer du cash, tu vas plutôt vendre des bitcoins que des bons du trésor. Après, encore une fois, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais le risque, c'est que MicroStrategy, ça chute. Et là, techniquement, après le breakout, si ça tient pas, ça sent pas bon. Rappelez-vous, des breakouts qui ne sont pas maintenus, qui sont réintégrés, ça sent pas bon. Ça pourrait indiquer que MicroStrategy chute. Du coup, si le bitcoin rentre dans un train baissier et puis
est dans un train baissier jusqu'à cet hiver, bah, MicroStrategy, ça pourrait être le cas aussi. Et vu comment ils sont exposés, vu comment ils ont continué d'acheter, je sais pas si malheureusement ils auraient assez de cash pour payer leurs dettes. Et si c'est pas le cas, un événement Black Swan, ce serait une capitulation de MicroStrategy qui, pas qui vend tous ses bitcoins, mais qui serait obligé de céder une partie de ses bitcoins parce que les mecs ont une gestion du risque bidon. Parce que leur collatéral, il est en MicroStrategy. Et donc si MicroStrategy baisse, ton collatéral il baisse et donc ta marge elle augmente. Donc voilà, c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Faites très attention à MicroStrategy parce que ok, ils ont investi énormément d'argent, mais ça devient des cibles potentielles à exterminer malheureusement pour que des gros poissons puissent acheter du Bitcoin pas cher à MicroStrategy en grosse quantité. Et BlackRock qui disait à MicroStrategy t'inquiète on te soutient, bah BlackRock il veut sortir son ETF. Donc MicroStrategy se disait ok, nous on investit énormément dans le Bitcoin, donc notre trésor allait quasiment en Bitcoin. Donc ça veut dire que c'est comme si on était un peu un ETF. Puisque vous voyez, MicroStrategy et Bitcoin c'est hyper corrélé, hein, c'est exactement la même charte. Pourquoi? Parce que MicroStrategy, toute la trésor elle est en Bitcoin. Donc si Bitcoin explose, la trésor de MicroStrategy explose, donc tout naturellement le prix de l'action peut exploser. Donc BlackRock pouvait investir dans MicroStrategy pour avoir une exposition au Bitcoin, mais vu que maintenant ils vont sortir leur ETF, si ça arrive, et que aussi Grayscale arrive à sortir son ETF, bah MicroStrategy sert plus à rien dans l'histoire. Ouais, c'est bien, MicroStrategy, tu as investi des milliards en Bitcoin, mais maintenant on a des ETF spot qui nous permettent d'investir en Bitcoin. Pourquoi on va investir sur toi? Et c'est là que le truc arrive. Et donc si tu veux récupérer les petits Bitcoins pas chers de MicroStrategy avec tes BlackRock, tu as tout intérêt à ce que MicroStrategy fasse faillite, dire à MicroStrategy, ah bah désolé, on te prête plus d'argent, et puis nous derrière, ouais c'est vrai que le Bitcoin il baisse, ah t'as des problèmes pour rembourser tes emprunts, bah vas-y, vends-nous tes Bitcoins avec un premium, pas trop cher. Et voilà. Ou vends-nous tes bonds, tout simplement. Donc voilà, c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je dis ça, mais ça se trouve, ça n'arrivera jamais, hein. Mais voilà, c'est un risque qui pourrait arriver, donc peut-être au cours des prochains mois, on se rappellera de ce que j'ai dit si jamais il y a un événement Black Swan et MicroStrategy fait faillite. Bah vous savez que BlackRock aura mis une carotte à MicroStrategy, tout simplement. Voilà, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Vraiment, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça récompense le travail qui est fourni et ça nous aide et c'est gratuit, donc franchement, n'hésitez pas, vraiment, ça fait super plaisir. Vous avez joué le jeu sur la dernière vidéo, franchement, un grand merci à vous. Également, rejoignez l'équipe BitGet, c'est gratuit aussi, puis il y a de l'argent gagné, il y a 50 000 $ à gagner pour le tournoi spot. Je vous mets le lien aussi, pareil, hein, de l'événement si vous voulez lire de l'équipe, enfin du tournoi. Je vous mets aussi le lien de l'équipe en commentaire. Rejoignez-nous. Il y a 4 personnes qui ont rejoint et j'ai pas partagé le lien, donc je pense que des gens ont dû le voir. N'hésitez pas à nous rejoindre, comme ça on partit au tournoi ensemble. Et voilà, les conditions du tournoi sont expliquées sur le lien que je vous enverrai tout simplement pour que vous puissiez regarder. Et ouais, de ce côté-là on est bon. Et aussi, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur BitGet, l'avantage aussi de BitGet c'est de trader sans KYC. Je vois que KuCoin et tout commence à pousser au KYC. BitGet pour l'instant c'est pas le cas. Donc ça peut être intéressant si vous voulez trader sur une plateforme qui ne vous prend pas la tête. BitGet, c'est OK à ce niveau-là. Et aussi avec notre lien partenaire, si vous inscrivez via notre lien, vous avez aussi des avantages comme le prochain concours qui arrivera bientôt et également les 10% de cashback sur votre premier dépôt. Donc c'est hyper intéressant. Si vous souhaitez vous former, vous pouvez rejoindre l'école maintenant à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci. Si vous rejoignez aujourd'hui le 18 août pour un mois, votre renouvellement sera le 18 septembre. Si vous ne voulez pas de renouvellement, vous pouvez l'annuler, c'est sans engagement, il n'y a pas de souci. Vous avez les offres annuelles semestrielles qui ont d'énormes réductions, n'hésitez pas à en profiter également. Vous allez apprendre au sein de l'école l'analyse technique, la création d'un plan, la gestion du risque, les stratégies que j'utilise également, tous les briefs que je fais avec les élèves le matin qui sont privés, qui sont beaucoup plus longs que les briefs YouTube et dans lesquels je vous partage beaucoup plus de choses. Également des setups que je pourrais prendre, que je peux prendre et également ce que je fais, ce que je ne fais pas. Donc tout est partagé au sein de l'école et aussi avoir accès au Discord et à la communauté des élèves et aux petites opportunités qu'on trouve ensemble. N'hésitez pas. Ça également, vous pouvez nous rejoindre. Et la vidéo de la newsletter la semaine prochaine, donc il vous reste quelques jours pour vous inscrire. Je vous mets ça pareil en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Bonne journée à tous, on se retrouvera lundi. Ciao ciao.